Bonjour et bienvenue sur RDC-UK-TV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. La question que certains historiens se posent est la suivante. Le maréchal Mobutu a-t-il aidé le FPR de Paul Kagame pendant leurs années de lutte, 1991 à 1993, contre le pouvoir de son ami Juvenal Habyarimana, comme il avait soutenu discrètement la rébellion de Yoweri Museveni en Ouganda? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se souvenir que, lorsque le FPR, Front patriotique rwandais, ce mouvement politico-militaire, créé en Ouganda et composé en grande majorité des enfants des réfugiés Tutsi rwandais, attaque le Rwanda en 1990, le maréchal Mobutu envoie un contingent des FAZ commandé par le général Mahele pour le combattre. Après, les militaires zaïrois rentrent au pays. Et la rébellion du FPR reprend de plus belle. Et on a l'impression que l'attitude du maréchal Mobutu à l'égard du FPR de Paul Kagame est devenue plus ambiguë par la suite. En effet, les informations concordantes recueillies auprès de plusieurs témoins crédibles nous poussent à répondre par l'affirmative à la question de départ. Le maréchal Mobutu, par calcul politique, aurait aidé discrètement le FPR tout en étant officiellement du côté de Juvenal Habyarimana. 3 éléments de preuve sont avancés pour étayer cette thèse. Primo, des camions quittèrent la ville de Goma, traversaient Rumangabo la nuit et la cité de Rutshuru avec des jeunes recrues, majoritairement des jeunes Tutsis congolais, et les emmenaient dans les maquis de Paul Kagame au Rwanda, en passant par Ishasha pour le centre de formation de Nyamilima et par Bunagana pour le centre de formation de Kisoro en Ouganda. Cette activité a duré plusieurs mois, si pas plusieurs années, pour que le maréchal n'en soit pas informé. Les services de sécurité du Zaïre ont fermé les yeux sur ces recrutements. À notre avis, ils avaient reçu des instructions de la haute hiérarchie, comme on dit. Sekendo, un homme d'affaires rwandophone, prospère et très connu à Kinshasa, achetait auprès des quelques généraux des FAZ des armes à détruire, que les jeunes recrues emportaient au maquis de l'APR. On se doute bien que ces armes à détruire étaient en très bon état. Tertio, les membres de la communauté des réfugiés Tutsis rwandais, qui s'étaient bien intégrés dans la société zaïroise, se faisant passer pour des Zaïrois et qui occupaient des postes de responsabilité dans les entreprises publiques ou qui avaient prospéré dans le domaine économique, se cotisaient régulièrement pour soutenir financièrement la rébellion du FPR de Paul Kagame. Le maréchal Mobutu s'est organisé pour regarder ailleurs. En définitive, le président du Zaïre a aidé militairement et financièrement les 2 camps ennemis qui se battaient au Rwanda, le régime d'Habyarimana et le FPR de Paul Kagame. Malheureusement pour le maréchal Mobutu, beaucoup de ces jeunes Zaïrois, dont il a facilité le recrutement pour participer à la guerre de libération du Rwanda au sein de l'APR, Armée patriotique rwandaise, la branche armée du FPR, vont revenir au Zaïre en 1996 pour le combattre, lui, le grand maréchal. Ces vétérans zaïrois de l'armée rwandaise feront partie de l'armée de l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila. Le plus connu d'entre eux est Anselme Masasu Nindaga, membre de la tribu Chi du Sud Kivu. À suivre. Examinez le fruit toxique des guerres congolaises. L'histoire de la guerre au Congo, qui a commencé avec le génocide rwandais de 1994, a suscité beaucoup d'attention, mais peu de recherches sérieuses. Ainsi, le conflit est généralement compris comme un chaos de enfants soldats, de milices déchaînées et d'un pays ingouvernable sur lequel Joseph Kabila parvient d'une manière ou d'une autre à présider. Bien sûr, les complexités de la région des Grands Lacs, les multiples guerres congolaises et les atrocités massives constantes mais confuses ne peuvent être résumées par de telles narratives simplistes. La simplification excessive du conflit se voit dans le rapport de cartographie de l'ONU de 2010, qui tentait de documenter les violations des droits humains liées au conflit de 1993 à 2003. Les 565 pages de compte rendu d'une toile d'atrocités et de contre-atrocités sont vraiment seulement la pointe de l'iceberg congolais.
Les affirmations du rapport, selon lesquelles les forces du gouvernement rwandais auraient commis un génocide contre des réfugiés Hutus du Rwanda et des civils examinaient le fruit toxique des guerres congolaises. L'histoire de la guerre au Congo, qui a commencé avec le génocide rwandais de 1994, a suscité beaucoup d'attention, mais peu de recherches sérieuses. Ainsi, le conflit est généralement compris comme un chaos de enfants soldats, de milices déchaînées et d'un pays ingouvernable sur lequel Joseph Kabila parvient d'une manière ou d'une autre à présider. Bien sûr, les complexités de la région des Grands Lacs, les multiples guerres congolaises et les atrocités massives constantes mais confuses ne peuvent être résumées par de telles narratives simplistes. La simplification excessive du conflit se voit dans le rapport de cartographie de l'ONU de 2010, qui tentait de documenter les violations des droits humains liées au conflit de 1993 à 2003. Les 565 pages de compte rendu d'une toile d'atrocités et de contre-atrocités sont vraiment seulement la pointe de l'iceberg congolais. Les affirmations du rapport selon lesquelles les forces du gouvernement rwandais auraient commis un génocide contre des réfugiés Hutus du Rwanda et des civils, Saint du Congo est entre ses États voisins. Pour Prunier, le génocide rwandais a été le début d'une guerre sans fin dans la région. La décision de Paul Kagame de poursuivre systématiquement les génocidaires dans l'est du Congo a abouti à une catastrophe continentale. C'était comme si tous les conflits périphériques commençaient à déferler dans le bassin du Congo comme autant de fruits toxiques trop mûrs. Page 29. L'analyse de Prunier à ce sujet est devenue une référence pour les spécialistes régionaux et les chercheurs académiques étudiant la zone. Des preuves récentes en témoignent, notamment le récit dynamique de Jason Stern, Dancing in the Glory of Monsters, The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, 2011, qui adopte une analyse à micro-niveau, utilisant des perspectives interpersonnelles et décrit, à travers les yeux des acteurs eux-mêmes, l'ampleur et la profondeur des causes politiques du conflit du Rwanda jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, à ce jour. Fort de plusieurs années d'expérience en Afrique de l'Est et du Centre, et après avoir produit des œuvres précieuses sur le Darfour et le Rwanda, Prunier construit une analyse qui s'appuie sur des sources en anglais et en français, États voisins. Pour Prunier, le génocide rwandais a été le début d'une guerre sans fin dans la région. La décision de Paul Kagame de poursuivre systématiquement les génocidaires dans l'est du Congo a abouti à une catastrophe continentale. C'était comme si tous les conflits périphériques commençaient à déferler dans le bassin du Congo comme autant de fruits toxiques trop mûrs. L'analyse de Prunier à ce sujet est devenue une référence pour les spécialistes régionaux et les chercheurs académiques étudiant la zone. Des preuves récentes en témoignent, notamment le récit dynamique de Jason Stern, Dancing in the Glory of Monsters, The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, 2011, qui adopte une analyse à micro-niveau utilisant des perspectives interpersonnelles et décrit, à travers les yeux des acteurs eux-mêmes, l'ampleur et la profondeur des causes politiques du conflit du Rwanda jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, à ce jour. Fort de plusieurs années d'expérience en Afrique de l'Est et du Centre, et après avoir produit des œuvres précieuses sur le Darfour et le Rwanda, Prunier construit une analyse qui s'appuie sur des sources en anglais et en français. Ngeo. Prunier utilise Sendashonga pour montrer l'érosion des voix modérées au Rwanda après le génocide, démontrant sa maîtrise de la politique locale et de son impact régional. En traitant le Rwanda comme le catalyseur du génocide de 1994 à l'afflux de réfugiés, aux forces paramilitaires interahamwe et aux anciens responsables et militaires Hutus franchissant la frontière vers les Kivus, ainsi qu'à la nature militarisée agressivement du RPF, Prunier trace avec une grande clarté comment cet État africain minuscule est à l'origine de la guerre mondiale en Afrique. Le deuxième chapitre de Prunier, de Kibeho à l'attaque contre le Zaïre, montre comment les enjeux géopolitiques liés à la politique ethnique et à la peur omniprésente dans les Kivus ont favorisé la première réaction catalytique. Au cœur de la politique de cette région et de la première guerre en 1996 se trouvaient les Banyamulenge. Ces Tutsis congolais sont devenus un point de ralliement immédiat à la fois pour les objectifs génocidaires du gouvernement en exil, rwandais dominé par les Hutus, et pour la passion ardente de Kagame de supprimer toutes les menaces contre le Rwanda, internes et externes.
Prunier affirme que la protection feinte de Kagame envers les Banyamulenge dans les Kivus et une réponse militaire décisive face aux menaces imminentes posées par les génocidaires aurait nécessité une coalition des volontaires, puisque les ennemis du RPF, hébergés par l'opération turquoise de la France et la communauté internationale, ne pouvaient clairement pas être traités par un appel aux Nations Unies qui s'était déjà avéré inefficace. En traitant le Rwanda comme le catalyseur du génocide de 1994, à l'afflux de réfugiés, aux forces paramilitaires Interahamwe et aux anciens responsables et militaires Hutus franchissant la frontière vers les Kivus, ainsi qu'à la nature militarisée agressivement du RPF. Prunier trace avec une grande clarté comment cet État africain minuscule est à l'origine de la guerre mondiale en Afrique. Le deuxième chapitre de Prunier, de Kibeho à l'attaque contre le Zaïre, montre comment les enjeux géopolitiques liés à la politique ethnique et à la peur omniprésente dans les Kivus ont favorisé la première réaction catalytique. Au cœur de la politique de cette région et de la première guerre en 1996 se trouvaient les Banyamulenge. Ces Tutsis congolais sont devenus un point de ralliement immédiat, à la fois pour les objectifs génocidaires du gouvernement en exil, rwandais dominé par les Hutus, et pour la passion ardente de Kagame de supprimer toutes les menaces contre le Rwanda, internes et externes. Prunier affirme que la protection feinte de Kagame envers les Banyamulenge dans les Kivus et une réponse militaire décisive face aux menaces imminentes posées par les génocidaires auraient nécessité une coalition des volontaires, puisque les ennemis du RPF, hébergés par l'opération turquoise de la France et la communauté internationale, ne pouvaient clairement pas être traités par un appel aux Nations Unies qui s'était déjà avéré inefficace. Et décennies de guerre. L'objectif est d'articuler avec un détail complexe les flux et reflux des groupes rebelles dans chacune des deux guerres, dont la complexité exige l'utilisation fréquente de l'index du front Matter des parties diverses impliquées. L'organisation parapluie de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, AFDL, a atteint l'objectif facilement réalisable de se précipiter à Kinshasa et d'installer Laurent-Désiré Kabila. Cependant, comme l'explique Prunier, c'est ce succès et la fracturation qui en a découlé qui ont réellement conduit à une continuation, l'escalade et la complication croissante du conflit. Au cœur de son analyse se trouve la relation entre l'Ouganda et le Rwanda. Chacun soutenait initialement Laurent-Désiré Kabila, puis s'est retourné contre lui lorsqu'il a expulsé les troupes étrangères du tout récent Congo démocratique. Dès la Deuxième Guerre, ils ont mêlé leur présence clandestine et leur ingérence en soutenant, puis en divisant, les mouvements rebelles et en remplissant leurs propres exportations d'État avec des ressources naturelles exploitées. Tout au long du livre, la narration de Prunier montre que ces parties sont restées en conflit, tant contre le père que contre le fils Kabila, ainsi qu'entre elles. La composition des groupes rebelles, résultant des divisions croissantes entre la politique ougandaise et rwandaise au Congo, est illustrée par le catalogue de Prunier de la prochaine génération de l'AFDL dans le Rassemblement congolais pour la démocratie congolaise, RCD. Après sa fondation en 1998, dans le cadre de la Deuxième Guerre pour évincer Kabila, le RCD s'est fracturé en plusieurs éclats reflétant l'escalade et la complication croissante du conflit. Au cœur de son analyse se trouve la relation entre l'Ouganda et le Rwanda. Chacun soutenait initialement Laurent-Désiré Kabila, puis s'est retourné contre lui lorsqu'il a expulsé les troupes étrangères du tout récent Congo démocratique. Dès la Deuxième Guerre, ils ont mêlé leur présence clandestine et leur ingérence en soutenant, puis en divisant, les mouvements rebelles et en remplissant leurs propres exportations d'État avec des ressources naturelles exploitées. Tout au long du livre, la narration de Prunier montre que ces parties sont restées en conflit, tant contre le père que contre le fils Kabila, ainsi qu'entre elles. La composition des groupes rebelles résultant des divisions croissantes entre la politique ougandaise et rwandaise au Congo est illustrée par le catalogue de Prunier de la prochaine génération de la FDL dans le Rassemblement congolais pour la démocratie congolaise, RCD. Après sa fondation en 1998 dans le cadre de la Deuxième Guerre pour évincer Kabila, le RCD s'est fracturé en plusieurs éclats reflétant « T'es informé des réalités qui façonnent notre pays ».